Bonjour à tous, bienvenue sur Top Sport comme tous les lundis pour débriefer la journée de playoff qui a encore livré son lot je dirais même plus vraiment de surprises, mais on va dire qui a encore resserré les choses au niveau du classement et qui a, malheureusement les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Union notamment. En un sens, elles se suivent et se ressemblent aussi pour Anderlecht quand il s'agit de jouer à l'extérieur. C'est véritablement compliqué cette saison pour les Mauves qui ne convainquent jamais vraiment dans le jeu. Ça, on y était un petit peu habitué, mais qui là ont perdu à Genk, encore une fois en montrant un visage assez inquiétant. Et qui commence à se suivre et se ressembler pour le RWDM aussi. On en parlera avec Julien. Ça commence à ressembler à quelque Conforme. chose à Molenbeek quand Oui, même. Mieux vaut tard que jamais, on va dire ça. Mais en tout cas, je dirais que ça fait plaisir pour le RWDM qui a fait un pas vers, en tout cas vers les barrages, je dirais, pour le maintien. Donc oui. voilà, Parce que le match à direct, ça risque d'être compliqué. oui, ça risque d'être très compliqué. Donc Charleroi aussi, évidemment, on en parlera également. Charleroi qui a fait un très grand pas vers le maintien direct pour le coup, au tel point que François nous a dit qu'il payait sa tournée si Charleroi ne se maintenait pas directement. Donc Exactement. il y croit vraiment. Mais je vais commencer donc, messieurs. Donc je ne sais pas si je dois encore vous présenter, hein, mais voilà, Julien de Noël, suiveur du RWDM pour Sud Presse, Bruno Govers, vice-président de Sport Presse et ponte de la presse sportive, suiveuse d'Anderlecht, on va dire, et François Garit, suiveur de l'Union pour la dernière heure. Je vais donc commencer comme d'habitude par vos top et flop du week-end, messieurs. Et je vais commencer par toi, François. Tu as l'air enthousiaste. Oui, alors, du coup, je vais commencer par le flop. Le flop, c'est le manque d'efficacité de l'Union. Mhm. J'ai envie de dire un manque d'efficacité dans les deux rectangles. Euh, voilà, l'Union qui concède des buts assez stupides et qui n'arrive pas à marquer comme il marquait en phase classique. C'était 2 buts par match en moyenne, plus de 2 buts par match en moyenne en phase classique. Ici, ils sont à 4 buts en 4 matchs. Donc voilà, ça manque d'efficacité. Et pour l'anecdote, Ignacio Coquieré, qui est un ancien attaquant de l'Union, les supporters le connaissent bien parce qu'ils ont une chanson à son nom, a marqué son 150e but ce week-end. Il joue maintenant à Tempo Over Race. Donc voilà, D'accord. joueur formé à l'Inter de Milan. Donc voilà, peut-être qu'il ferait du bien à l'Union Saint-Gilloise. Ça, c'était pour mon flop. Et mon top, ce sera les 3 L. El Kanous, El Wadi et El Hadj, Mhm. qui m'ont vraiment impressionné contre Anderlecht. Les 30 premières minutes, je me suis vraiment régalé à regarder ce match avec ouais, la façon avec laquelle Genk a joué, avec ce marquage individuel. Et puis une fois qu'il récupérait cette balle, ben voilà, les ballons arrivaient à un de ces 3 joueurs et c'était vraiment du très beau spectacle. Techniquement, c'est vraiment très fort. Et oui, si on regarde de manière collective, j'ai l'impression que Genk a une équipe pour aller chercher ce titre avec ses joueurs techniques, avec une défense très solide, avec un attaquant qui marque des buts, un gardien qui peut sauver des points. Donc, sur papier, Genk a tout pour aussi être champion. Donc, c'est clairement une lutte à 4 pour le titre. C'est pas la première fois d'ailleurs, hein, depuis le début de ces playoffs, que les 3 L, comme on les appelle, ils sont impressionnants. Je trouve qu'ils ont vraiment. Voilà, il y a eu un changement tactique, je crois, qui a été opéré par Vanken Mhm. à Genk, et j'ai l'impression que ça a complètement libéré Mhm. les créatifs qu'il avait, Mhm. qu'il avait devant, notamment El Canous, que moi j'ai toujours trouvé que c'était un très beau joueur, mais il a longtemps été peut-être un petit peu inefficace dans le dernier geste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les statistiques qui allaient avec son jeu. Et ici, on a l'impression que c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus libéré qu'avant. C'est vraiment très très impressionnant, et effectivement, Anderlecht n'a pas fait un bon match, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'en face, il y avait vraiment Ouais. une très très grande équipe de Genk, en tout cas pendant effectivement la première période. C'était très très impressionnant. Il faut ajouter peut-être que El Canous et Aït Latch viennent d'Anderlecht. Effectivement, oui. C'est, Donc ils c'est... risquent encore de se faire punir par leurs ex-joueurs. Ouais, Mais Bruno, du coup. allez, d'autant plus beau, je trouve, pour Aït Latch que il a dû vraiment ramer, ramer, ramer pour faire son trou et finalement il émerge au bon moment, Et un déclic un petit peu mental aussi, hein, pour Haïtelach, qui il a pas toujours été vraisemblablement. le plus assidu, etc. On sait que c'était ce qui se disait sur lui, mais là on a l'impression qu'il a passé un palier sur ce plan. Bruno, ton top et ton flop, toi, du coup? Écoute, le flop, ouais, c'est récurrent, hein. Pour moi, c'est l'arbitrage, hein. Et encore, ces histoires de penalty.
Déjà, celui de Genk contre Anderlecht, où tu te dis, oui, est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty? En fait, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est cette énorme zone grise. Tu peux donner, tu peux pas donner. Et finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Et puis bon, lors du match, enfin, je suis bruxellois, j'aime bien RWDM aussi. Mais je veux dire, quand c'était 2-3 pour Molenbeek, il y a une phase dans le rectangle où Courtrai doit obtenir un penalty. Je t'avoue, je ne me souviens plus trop. Oui, non, il y a Parce qu'il y a eu un plus- il y a eu accrochage. Il y plusieurs a un checks du VAR, accrochage. Il y a donc, un accrochage dans le rectangle molenbeekois. Et finalement, c'est sur la contre-attaque qu'ils font le 2-4. Mais je veux dire, c'est chaque semaine qu'on peut pointer des manquements à ce niveau-là. Et bon, certains disent, voilà, si tu donnes à l'arbitre l'occasion de siffler un penalty, ben, il faut pouvoir l'accepter. Mais je dis, je trouve il y a une énorme zone grise dont il faudrait vraiment pouvoir sortir. Donc ça, c'est pour mon flop. Ben, mon top, ce sera, c'est vraiment pas habituel dans mon chef de dire ça, mais le top, c'est Bruges. Ce que Bruges a fait en, en Coupe d'Europe, il y a longtemps que j'ai plus vu un club belge performer de la sorte, quoi. à 30 ans. Oui, mais je veux dire, Dans le jeu, quoi. Ouais. dans le jeu, Anderlecht en Ligue des Champions, il y a 20 ans, c'était pas mal non plus. Mais ici, tu es quand même à Salonique, c'est pas du gâteau. Et dans la manière, ils n'ont vraiment jamais été inquiétés. Ils ont imposé leurs griffes. Et je pense sincèrement qu'ils peuvent aller en finale, hein. Quand je vois ce qu'a donné le match Fiorentina contre Pilsen. Bon, Pilsen, pour moi, Bruges est quand même plus fort que Pilsen, hein. Normalement. Normalement. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment s'éveiller aux plus hautes ambitions. Julien? Moi, mon top, c'est à Molenbeek, c'est Guillaume Hubert, qui a passé toute la phase classique, à l'exception d'un gros quart d'heure à Westerlo sur le banc, dans l'ombre de Théo de Fourny. Et là, depuis le début du play-down, il a été titularisé par Yannick Ferreira. Et il rapporte des points. Il sauve un penalty contre Eupen. Contre Charleroi, il avait rassuré dans ses sorties. Et contre Courtrai, s'il n'est pas là, c'est peut-être 2-0 ou 3-0 après 4 minutes de jeu, quoi. Ouais, il fait un bon match. Hein. Il fait un très très bon match, des gros arrêts décisifs. Et surtout, il y a cette capacité qu'il a, que De Fourny a peut-être moins, à sortir sur les phases arrêtées. C'est la raison pour laquelle Yannick Ferreira C'est pour ça que Yannick Ferreira l'a mis, et il montre qu'effectivement, il sait le faire. Et donc voilà, au-delà de ses performances, c'est aussi un gardien qui était sur le banc pendant 30 matchs et qui d'un coup se retrouve titulaire et rend la confiance qu'on lui a rendue. Mhm. Et alors mon flop, on va en parler, mais c'est Anthony Maurice. J'ai l'impression qu'on le dit un peu chaque semaine aussi. Mais encore une fois, il provoque un goal contre l'Union alors que c'est 0-0. Il met son équipe dans le pétrin. Et on se demande un peu, est-ce qu'il faut le mettre sur le banc, est-ce qu'il faut le garder. C'est un peu le grand débat pour le moment à l'Union avec ça. François nous dira que Blessing, lui, ne veut certainement pas le changer. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais voilà, en attendant, c'est encore des buts bêtes qui sont pris à cause de ça. Ouais. Pour revenir sur Théo de Fourny, en plus c'était, si je ne me trompe pas, le capitaine Ouais. du RWDM, donc c'était quand même indirectement le top. C'est aussi Yannick Ferreira qui a pris quand même une décision osée, Ouais, qui c'est peut ça. se retourner contre lui si ça se passe mal, parce qu'on sait que je pense que intrinsèquement les qualités de Fourny et Hubert, Guillaume Hubert n'est pas un gardien 2 fois meilleur que Non, Théo non, de les Fourny. deux Voilà, Seval, ils ont des qualités qui sont un peu différentes, mais voilà. je veux dire, c'est deux gardiens de qualité qui se valent sans problème. Imagine qu'il fasse ça et que Guillaume Hubert fasse une erreur, se trouve, et que ça coûte des points au RWDM. Yannick Ferreira prend quand même Ouais. un gros risque à faire ça. Pour maintenant revenir sur ton flop, là je vais me tourner vers toi, François. La situation d'Anthony Maurice, là aussi on a l'impression que c'est mental, parce que Anthony Maurice n'est clairement pas un mauvais gardien de but. C'est un gardien de but qui a déjà sauvé des points pour l'Union tout au long de la saison. Là il fait une erreur au pire moment peut-être dans le match, parce que voilà, j'ai l'impression que l'Union gérait sa rencontre, comme tu dis, un manque d'efficacité. Mais là c'est pas une erreur défensive qui amène un but, c'est un dégagement contré. Lui estime que, il a dit texto, des phases comme ça, il y en a des milliers qui sont toutes les semaines qui sont sifflées, où on annule le dégagement et où le but aurait été annulé. Blessing, lui, a dit que le but était valable. Mais qu'est-ce que
quelle est cette situation avec Anthony Maurice? Comment tu penses que c'est vécu par l'Union? Enfin, lui-même aussi, on sait qu'il a beaucoup de confiance en lui. Comment est-ce qu'on se relève de ça? Voilà. Bah déjà, d'un point de vue règlement, il n'y a pas faute, donc c'est goal. Ça, il y a rien à dire. Ensuite, Anthony Maurice se fait avoir à son propre jeu. On sait qu'il a une des meilleures relances de Belgique. On sait qu'il aime bien relancer vite. Là, il a vu Puertas partir dans l'espace. Pour le même prix, la balle va un tout petit peu plus à gauche. Elle est parfaitement mise sur Puertas et c'est 1-0 pour l'Union. Il a déjà donné des assists comme ça. Voilà, il a déjà donné des assists. Donc voilà, là, il s'est fait prendre à son propre jeu parce qu'il l'a joué de manière trop rapide. Et encore une fois, pour le même prix, Votlesen la touche et elle part en sortie et c'est dégagé pour Anthony Maurice. Mais on est vraiment sur ce point où ça tombe du mauvais côté pour le moment. Alors ce débat de laisser Maurice sur le terrain ou mettre Maurice sur le banc, moi je pense que c'est un débat qui a lieu d'être sur les réseaux sociaux parce que les supporters aiment bien parler de ce genre de débat, mais je peux l'affirmer, il n'y a pas du tout de débat à l'Union sur ce sujet, et j'ai même envie de dire que si Anthony Maurice fait une erreur contre l'Antwerp jeudi, il sera titulaire dimanche. C'est quasiment une certitude. Blessing l'a fort défendu après la rencontre. Anthony Maurice, c'est pas n'importe qui. Il est là au club depuis, c'est déjà sa 4e année. Il était là en division 1B. Première saison en division 1A, il a réalisé des grosses performances. Il a sauvé beaucoup de fois son équipe. La deuxième saison, pareil. Cette saison-ci, il fait pas une saison catastrophique. Il fait une bonne saison, honnêtement, de manière générale. Alors oui, il y a peut-être l'une ou l'autre erreur ici maintenant en play-off qui sont beaucoup plus visibles parce que ça coûte beaucoup plus cher que quand c'était en phase classique. Peut-être contre Courtrai fin novembre, c'est clair. Mais c'est le capitaine, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. C'est un vrai leader. Et c'est un gardien avec des qualités qui va certainement encore sauver l'Union dans ses playoffs. Donc je pense que dans la tête de Blessing, il n'y a même pas de débat. Anthony Maurice sera titulaire jeudi, Anthony Maurice sera titulaire dimanche. Et mentalement, on l'a dit, comment sortir de cette mauvaise passe. Il le répète quasiment à chaque prise de parole, Anthony Maurice. Il a déjà vécu tellement de choses dans sa carrière que rien que le fait de pouvoir être sur le terrain, c'est déjà un plaisir fou pour lui et c'est déjà une victoire. Il s'est quand même fait 2 fois les croisés. Il s'est retrouvé au chômage. Il s'est retrouvé en division 1 amateur avec Virton. Et là maintenant, il est à l'Union. Ça fait 3 ans qu'il joue pour le titre. Il est à 3 points de la première place. Il est titulaire, il est capitaine. C'est pas une petite erreur contre Bruges qui va le rendre KO. Je pense même que c'est le genre de truc qui va le rendre meilleur parce que c'est vraiment quelqu'un qui va analyser ses erreurs, qui va se remettre en question avec toute son expérience. Je pense vraiment que c'est le genre de gardien qui peut revenir plus fort de ses approximations. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose aussi dans l'état d'esprit. On a entendu Christian Burgess qui a un peu pété un câble après le match, que ce soit sur le but, que ce soit même sur la presse. Il a été assez agressif. Je ne sais pas précisément à qui il répondait d'ailleurs à un moment, mais en disant que c'était des questions de... Oui, on lui demandait si l'Union jouait toujours pour le titre. Ouais. Donc voilà, un journaliste a posé cette question-là et ironiquement, il a dit non, maintenant on va jouer pour la 6e place. Finalement, oui, bon, ok, c'est difficile pour le journaliste, mais l'Union, comme on le disait, n'est toujours qu'à 3 points de la première place. Ici, on peut se revoir dans une semaine. Peut-être que l'Union sera première et que Bruges sera dans une mauvaise dynamique et que Anderlecht aura aussi perdu des points. Donc finalement, oui, il joue encore pour le titre, c'est certain. Après, mentalement, il y a quelque chose qui, pour le moment, ne tourne pas rond. Et comme on le disait aussi, dans le contenu, c'est bon. L'Union joue bien. Si on fait le compte, si en termes de contenu de jeu, on devait prendre des points en termes de contenu de jeu, moi je pense que l'Union peut prendre 8 points sur 12. Contre Genk peut-être 1 point, contre le Cercle, ils doivent prendre les 3 points, contre Anderlecht peut-être 1 point, et contre Bruges ici, ils doivent aussi prendre les 3 points parce qu'ils sont meilleurs que le club de Bruges. Et s'ils font 8 sur 12, c'est totalement différent. Et là, l'Union, on parlerait de l'Union qui s'envole pour le titre. Mais à chaque fois, ça joue à quelque chose. Une erreur contre Genk, des buts encaissés de manière beaucoup trop rapide contre le Cercle. Contre Anderlecht aussi, ça joue à des détails. Un but qu'on prend en contre alors qu'on est à 11 contre 10. Ici, une erreur encore sur un dégagement. Voilà, l'Union, souvent, la pièce est tombée du bon côté. Ici, dans ces playoffs, on sent que la pièce tombe du mauvais côté. Bruno, en début de saison, enfin avant les playoffs, on va dire à la fin de la phase classique, on avait souligné à quel point le calendrier désavantageait l'Union, le début de ces playoffs désavantageait l'Union. Ici,
on a l'impression que pour Genk et Bruges, notamment, qui vont s'affronter, je pense, 2 fois d'affilée, on a l'impression que c'est le moment pour Anderlecht et l'Union, les deux d'ailleurs, ils jouent contre le Cercle et l'Antwerp qui n'ont plus grand chose à voir forcément, en tout cas dans la lutte pour le titre c'est certain. L'Antwerp peut-être se refocalise sur la finale de la coupe qui va arriver. Le Cercle, on sait que c'est pas un club qui vise même le top 3 je crois. Est-ce que maintenant le calendrier justement il n'est pas un tournant et un moment très important où l'Union et Anderlecht peuvent profiter de cette double confrontation entre Genk et Bruges pour éventuellement prendre le large? Imaginons que ce soit match nul entre Genk et Bruges, ils prennent 2 points chacun et l'Union comme Anderlecht peuvent vraiment faire une très très bonne affaire. Ouais. Ben, je crois que pour Anderlecht, ils peuvent plus se permettre de commettre le moins de faux pas. Donc ils ont déjà la chance ici, enfin chance entre guillemets de rencontrer le Cercle 2 fois. Première fois au Parc Astrid, deuxième fois à Bruges. Il faut 6 sur 6. Absolument, il faut 6 sur 6 parce que par après, ce sera encore un déplacement à l'Union, recevoir le club brugeois. C'est maintenant que ça doit se faire. Ils doivent le faire parce que justement, c'est une équipe qui a 2 visages, hein, clair et net. Enfin, 2 visages. Déjà au Parc Astrid, c'est pas toujours fringant. C'est parfois fort laborieux. Des victoires à l'arraché. C'est jamais net. Et en déplacement, il y a un problème qui est récurrent, ça fait peut-être des années que ça dure, c'est qu'à partir du moment où une équipe met de l'intensité, comme dirait Philippe Albert, une équipe qui rentre dans l'art, ils sont vraiment perdus. Ils sont à la ramasse. Et je sais pas, je pense qu'il y a quelques mois, j'en avais parlé à l'occasion d'un match du Real, je sais plus lequel, mais Ancelotti, pour aborder un match, il avait mis tous ses vieux. Donc Benzema jouait encore, donc Modric était là. Il mettait ses vieux, et à un moment donné, le résultat était là, donc ils avaient acquis une avance. Et puis, le résultat était fait, et il fallait le conserver. Et à partir de ce moment-là, il mettait la cavalerie légère avec Kamavinga, etc. Tous les jeunes qui étaient là pour conserver un résultat. Moi, je me demande dans quelle mesure, Anderlecht, ils ne doivent pas, au début, mettre vraiment tous leurs battants et leurs combattants. Parce qu'ici, à Genk, on a encore vu, ils sont malmenés pendant une mi-temps, et au moment où l'adversaire commence à s'essouffler, ils reviennent dans le match petit à petit, mais toujours trop tard. Et je pense que ils doivent absolument prendre les choses en main dès le début, mais ils ont l'air toujours tellement étonnés que cet adversaire les prenne à la gorge. Je ne sais pas, il y a du mental à travailler. Et ça se passe constamment. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi, parce que comme disait François, c'est le Genk jouait, en plus de mettre de l'intensité, jouait très bien au football, qu'ils n'arrivent pas à suivre non plus quand l'adversaire est au-dessus techniquement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet Anderlecht, effectivement, il n'y a pas l'impact, mais en même temps, sur le plan purement technique, talent, etc., il y a moins d'individualité. En plus, maintenant, avec l'absence de Thorgan Hazard, on a quand même l'impression que cet Anderlecht, il n'a pas forcément, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'a pas forcément les individualités suffisantes pour dominer une équipe comme Genk à l'heure actuelle, ou une équipe comme Bruges à l'heure actuelle, ou même en fait une équipe comme l'Union qu'ils ont battue, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus... je pense que si Anderlecht se déplace au Parc du Den en jouant comme ils l'ont fait ce week-end à Genk, ils vont... Enfin, si cette fois la pièce tombe du bon côté pour l'Union... Ils vont perdre, quoi. C'est assez, c'est très paradoxal ce qui se passe en Anderlecht. Ouais, et on a l'impression que les joueurs ne suivent pas et que le coach aussi ne suit pas. Moi, je ne voyais qu'à la télé, mais il m'a semblé vraiment totalement dépassé par les événements en première mi-temps. Ses joueurs étaient dépassés, mais lui aussi il était. Et il semblait ne pas savoir quoi faire. Alors que c'est exactement dans ces moments-là que le coach doit trouver les solutions. J'ai l'impression qu'il est pas beaucoup aimé par les supporters d'Anderlecht parce que clairement ça ne joue pas bien au football. Donc oui, je me demande s'il sera toujours là la saison prochaine. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, il en prend quand même pour son grade. Il en prend pour son grade. Moi, j'ai l'impression que les supporters se disent que si Anderlecht est champion, ce sera plutôt malgré Brian Riemer que grâce à Brian Riemer. Et honnêtement, c'est quelqu'un de très sympathique. C'est vraiment quelqu'un de très souriant. Il sait se mettre à la fois la presse et je pense aussi les supporters dans la poche. Je pense que c'est aussi un bon meneur d'hommes et c'est aussi
la raison pour laquelle il obtient les résultats, c'est parce qu'il a construit un groupe. Mais c'est un petit peu un Mark Wilmots, je vais dire, qui est capable de construire un groupe, mais peut-être qu'il va pas réussir à faire passer un palier dans le jeu à ce groupe. Et là, maintenant, dans les playoffs où construire un groupe, c'est pas suffisant, j'ai effectivement l'impression que Brian Rimmer, il se heurte à ses limites. Et effectivement, dans cette passivité, dans les changements, il a pas. On en parlait assez récemment. Est-ce qu'il va savoir passer outre cette absence de Torgan Hazard? Est-ce qu'il va savoir faire les changements qu'il faut au bon moment, trouver le triangle de l'entrejeu qu'il faut? J'ai l'impression qu'il n'arrive pas pour le moment à passer ce palier, quoi. Et je me rappelle qu'on parlait juste avant des playoffs entre nous, durant cette émission, à se demander quel allait être l'élément clé entre Anderlecht et l'Union dans la course au titre. Et on disait beaucoup, ben voilà, il faut que les cadres soient au top. Finalement, dans cette course au titre, il faut que les coachs soient au top. Wouter Vranken l'a montré en changeant son système de jeu et fait gagner des points à Genk. Nicky Hayen, n'en parlons même pas, il a redonné un élan à cette équipe. Et puis à côté, on a Blessing et Rimmer. Rimmer, on vient d'en parler, qui semble un peu dépassé par les événements. Et Blessing, qui avant arrivait à changer la donne avec un remplacement à l'heure de jeu qui arrivait à changer la dynamique d'un match, mais maintenant qu'il n'y arrive plus, ces changements ne donnent pas quelque chose à l'Union. Donc voilà, on sent aussi que c'est peut-être du côté des coachs que le titre va se jouer cette saison. Mais Nicky Hayen, c'est quand même extraordinaire parce que j'ai pas non plus l'impression que cet entraîneur soit le nouveau Guardiola ou que ce soit un entraîneur dont on parlait énormément. J'ai pas l'impression qu'il ait amené une énorme patte sur le plan tactique. Ronny Della peut-être intrinsèquement était un meilleur entraîneur ou en tout cas avait beaucoup plus d'expérience, avait déjà eu des résultats auparavant. Et puis voilà, là, il y a Nicky Hayen qui arrive, qui fait des résultats, mais il a le même matériel que Ronny Della. On se demande mais comment Ronny Della n'a pas été capable de faire jouer cette équipe comme ça avec l'expérience qu'il avait, alors que Nicky Hayen, il était entraîneur du Club Next, je crois, quand il a pris l'équipe A en main. C'est un choc psychologique qui se passe à Bruges, Julien? Moi, j'ai l'impression que la différence, c'est la gestion humaine du groupe, en fait. Della, c'est les joueurs qui n'en pouvaient plus, qui ont fait pression pour qu'ils partent. Et je pense qu'avec Nicky Hayen, je ne sais pas si c'est plus de liberté, mais il y a probablement une meilleure gestion, un meilleur contact, et un groupe qui est un peu en autogestion tactique. On a quand même beaucoup de joueurs d'expérience à Bruges qui savent jouer, qui savent mettre entre guillemets une équipe en place parce qu'ils ont des matchs derrière eux, ils ont de la bouteille pour faire ça. Et je pense que Nicky Hayen, il arrive à faire l'alchimie qu'il faut pour gérer tactiquement comme il faut, gérer le groupe comme il faut, et tout se met bien en place tranquillement, quoi. On a Antonio Nusa qui a passé un palier aussi sous Nicky Hayen, ce que je trouve assez paradoxal parce que contrairement à ce qui se passe à Anderlecht où le coach danois met toujours ses Danois, on a l'impression que Ronny Della, il a jamais trouvé la clé pour faire passer un palier à Antonio Nusa qui est norvégien aussi. Donc on aurait pu se dire ah voilà, norvégien, ça va coller. Absolument pas. Nusa a quand même fait une saison, si pas une saison moyenne, en tout cas il n'était pas beaucoup utilisé par Ronny Della et pas de la meilleure des façons. Et là depuis le début des playoffs, c'est aussi un des joueurs clés de Bruges. Donc effectivement il y a une très bonne gestion de ce groupe par Hayen. Aussi bêtement une gestion humaine là-dessus où Della avait du mal avec un jeune, que Nicky Hayen avec le Club Next, avec cette expérience des moins de 23 ans, savait comment parler à Nusa et peut-être pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il exprime au mieux son potentiel à Bruges. Et alors qu'on parle parfois d'un calendrier chargé qui pourrait être un problème pour un club dans la ligne droite comme ça, on a l'impression que ce qui se passe en Coupe d'Europe, ça donne encore plus de dynamique positive au club de Bruges, que cette qualification en fait les a encore boostés parce qu'on n'a pas vu de fatigue de la part du club de Bruges. Non, et on en a parlé ici aussi, avec l'Union c'était exactement la même chose, on répétait souvent que la fatigue allait se payer, peut-être qu'elle se paye maintenant dans les playoffs, ça c'est possible, mais en tout cas au moment où les matchs s'enchaînent, au moment où les victoires s'enchaînent, le mental est positif, on continue. Quand il y a un déplacement comme ça, finalement il skip quelques séances d'entraînement, ce que les joueurs peuvent parfois apprécier aussi. Ils préfèrent jouer des matchs que participer à des séances d'entraînement. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans une dynamique positive. Et ce double duel face à Genk va être vraiment intéressant parce que si une des deux équipes sort vainqueur de ce double duel, honnêtement, cette équipe aura fait un grand pas vers le titre. Et si une des deux équipes fait 0/6, par contre, il sera plus ou moins hors de la course du titre. Ça, c'est aussi une certitude. Donc allez, j'ai pas envie de dire que c'est dommage, mais c'est presque regrettable que les deux meilleures équipes de Belgique à l'heure actuelle s'affrontent deux fois maintenant, en fait, parce que du coup, on a l'impression que ce sera forcément une des deux qui sera encore en lice dans la course au titre après, ou aucune des deux si surtout on va faire un 2/6 et que les deux autres équipes prennent 6/6, mais c'est presque dommage, je trouve que ça arrive maintenant. On aurait bien aimé voir ces équipes
rester, enfin c'est encore possible, vous allez me dire, il reste Voilà, pas mal de matchs, on mais peut aussi avoir un resserrement complet si ouais. si l'Union et Anderlecht font 0/6, que Bruges et Genk font 3/6 chacun, et puis que derrière, le Cercle et l'Inter font 6/6. Vive les Bon, playoffs. ce serait le scénario complètement improbable et exceptionnel, mais on ne sait jamais. Mais Bruges peut il est compter plus. aussi sur un Van Aken complètement Ouais. retrouvé. Hein. Ouais. Je veux dire, le match que Van Aken fait à Salonique, c'est extraordinaire. Hein. Franchement, C'est se un match démarquer. d'une expérience Oui, incroyable. Toujours disponible entre les lignes et pas un ballon perdu et chaque fois bien orienté, quoi. Non, c'était du grand Hans Van Aken. Il y a longtemps que je l'avais plus vu aussi fringant. Il se montre pour l'Euro. Je pense que ça, malheureusement, il n'ira pas à l'Euro, mais bon. Mais c'est une arme. Hein. Pour Bruges, c'est vraiment une arme. Hein. Oui, d'autant plus que lui-même, non seulement il distille les bons ballons, mais en plus, avec son jeu de tête, il peut faire mal aussi. Hein. Et dans les playoffs, un joueur avec l'expérience de Van Aken dans les moments clés, ça peut être très important aussi. Exactement. Alors, je dis vive les playoffs. J'ai entendu ici récemment que Peter Cronin, le président de Genk, lui, il aimait bien la division des points. C'est quelque chose qui lui plaisait. J'imagine que ce qui se passe pour le moment, en rapprochant Genk du titre, ça le convaincra d'autant plus. Mais en fait, le début de playoff de l'Union est tellement catastrophique que même sans la division des points, à l'heure actuelle, je crois qu'Anderlecht serait à 1 point de l'Union, même sans la division des points. Maintenant, l'effet psychologique de la division des points et de voir son rival et son avance comme ça fondre au soleil, comme neige au soleil, ça joue évidemment énormément. Ouais, et alors oui, ici le grand gagnant de tout ça, c'est le spectateur neutre, parce que honnêtement, à chaque fois, je ne sais pas si on va finir comme la saison dernière où le titre va se jouer à 30 secondes de la fin, mais ici, quand on voit que l'Union a terminé la phase classique avec 19 points d'avance sur Bruges, et que maintenant Bruges a 1 point d'avance sur l'Union, voilà, ça pose des questions. On se demande est-ce que finalement c'est le meilleur qui gagne sur toute la période ou plutôt si c'est le meilleur dans les playoffs. Et c'est exactement ça pour le moment. C'est la meilleure équipe des playoffs qui va être championne. Mais clairement, le spectateur neutre en ressort totalement gagnant parce que ici, tous les week-ends, les positions changent quasiment. Donc tant mieux pour le football. Et on va encore parler d'entraîneurs qui font la différence parce que maintenant on va aller parler un petit peu de ce qui se passe en play-down. On va sauter les playoffs 2 et je pense que personne ne nous en voudra parce que vraiment ce qui s'y passe, encore une fois, le Standard ce week-end n'a pas été brillant. Ils arrivent quand même à revenir de 3 à 3-3. Oui, mais bon, voilà. Est-ce que ça signifie quelque chose Les supporters honnêtement étaient partis. Oui. Voilà, c'est ça. Après 65 minutes, ils en avaient assez, ils sont partis et ils ont loupé le meilleur. Ils ont Voilà, été, c'est pas 3-3 dans un match amical, ça n'intéresse personne. Voilà. Mais par contre, ça intéresse beaucoup de gens ce qui se passe en playdowns, et notamment du côté de Charleroi. Victoire de Charleroi, donc contre Eupen. Ça condamne presque Eupen et ça sauve presque Charleroi. François, tu as l'air certain que maintenant Charleroi c'est fait et je crois que franchement, oui, on peut se le dire. Hein. Je pense que, si je dis pas de bêtises, Courtrai et Eupen peuvent être relégués la semaine prochaine. Tout à fait. Charleroi qui fait finalement les playdowns attendus. Une équipe qui ne joue pas nécessairement bien, une équipe qui n'écrase pas ses concurrents, mais une équipe qui prend des points là où il faut. Parce que, encore une fois, avec un changement d'entraîneur, dans les têtes, il se passe aussi quelque chose. Après, on en revient toujours à la même chose. Il faudra quand même pas mal de changements dans cette équipe en vue de la saison prochaine parce que si on garde les éléments actuels, Charleroi ne peut pas viser beaucoup plus haut qu'actuellement. Donc, avec les points d'avance que les Zèbres ont, oui, ils vont se sauver. D'après moi, ils vont même se sauver assez rapidement la semaine prochaine, si pas la semaine d'après, contre Molenbeek, je pense, la semaine d'après. Et je pense aussi que Molenbeek va terminer barragiste vu ce qu'il propose en allant gagner contre Courtrai. C'est quand même pas rien, c'est un beau signal. Donc oui, je suis impatient encore une fois. Finalement, le spectateur neutre est content parce que ça, voilà, même pour Molenbeek, voir Molenbeek en barrage contre une équipe de D1B, voilà, c'est quelque chose ça donne envie de regarder en tout cas. Donc, je t'arrête tout de suite. Je pense que le spectateur neutre, il regarde pas les playdowns. Il y a autre chose à faire de son week-end. Pourtant, un match un match de barrage entre Molenbeek et une équipe de Division 1B qui sera sortie du tour final. Ça a quand même quelque chose d'intéressant pour savoir qui va rester ou monter en Division 1. Alors que voilà, dans un championnat normal entre guillemets, il y aurait eu 2 descendants, il y aurait eu le champion. Voilà, il y aurait eu moins de suspense en tout cas. C'est sûr. Donc voilà.
On parle de fond de jeu, mais au final, le plus important dans ces playdowns, c'est de prendre les points. Donc le fait que Charleroi joue mal, je pense que les supporters avaient intégré que leur équipe n'allait pas faire une grande saison et n'allait pas proposer du grand football. Et c'est pas Rick 2000 qui allait révolutionner le style de jeu de Charleroi. Ce qui importe, c'est de prendre des points dans ces playdowns. Donc le fond de jeu, je pense que ça pose pas de problème. Et du côté du RWDM, par contre, là, le fond de jeu est quand même un petit peu de retour. Oui, bah oui, on voit qu'avec avec Ferreira, il y a un vrai plan de jeu, des vraies idées qui sont mises en place, des joueurs qui adhèrent à ça, et ça fait la différence. Quand on voit, ils ont réussi à faire le plus important pour moi, c'est vraiment contre Courtrai qu'ils ont réussi à faire le gros dos, à souffrir et à tenir. Parce qu'il y a des matchs où ils ont souffert et ils ont fini par craquer dans les arrêts de jeu. Ça arrivait plein de fois cette saison. Ouais. Ça aurait pu arriver contre Courtrai aussi. Il y a eu plusieurs occasions très chaudes. Ouais. Mais la défense a fait le taf. Faut le reconnaître. La défense de Molenbeek, maintenant, c'est une force de l'équipe. Ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à la fin de la phase classique, quoi. Et ça, il faut le rendre à Yannick Ferreira, qui a réussi à redonner confiance à des joueurs, à exploiter au mieux leurs qualités. Et voilà, donc on l'avait dit, c'est pas tellement dans le jeu que la différence se fera, c'est dans la tête. Et je pense que les changements de coach à Charleroi et à Molenbeek juste avant le début des playdowns font la différence. Eupen n'a pas vraiment changé de coach parce qu'ils ont promuté un adjoint. Et Courtrai avait déjà un coach qui était là depuis quelques semaines. Et du coup, ils n'ont peut-être pas cette fraîcheur mentale dans cette course importante. Tu dis que c'est la défense qui fait la différence, mais tu avais quand même mentionné il y a quelques semaines de ça le fait que McTargay allait jouer un grand rôle. Oui. Il confirme qu'il joue un grand rôle dans ces playdowns. Oui, ça, entre guillemets, je veux dire, l'attaque de Molenbeek n'a jamais été vraiment un problème. Bon, parfois, elle jouait trop bas, mais on connaissait les qualités des joueurs et quand ils avaient des occasions, Molenbeek a fait peu de matchs finalement où ils n'ont pas réussi à marquer. Dans les playdowns, ils avaient la meilleure attaque des 4 équipes, mais c'était souvent la défense qui était le problème. Ils avaient la pire défense. Ici, ça s'est complètement renversé pour la défense, et avec un jeu qui est beaucoup plus offensif, plus posé vers l'avant, avec un bloc qui joue plus haut. McTargay, il peut jouer vraiment comme un attaquant, et là, il fait des merveilles. Il marque son goal, le premier, en véritable renard des surfaces, que ballon qui traîne et bam, dedans. Le deuxième, il a la vista parfaite pour faire la passe à René Dalaïd, alors que tout le monde lui gueulait, va au poteau de corner. Yannick Ferreira nous a dit après le match, parfois, quand un joueur improvise, ça peut vous sauver une saison, quoi. Donc, on voit, ça c'est une question de confiance aussi. Des joueurs qui sont en confiance, ils vont jouer plus haut. Des joueurs qui sont pas en confiance, ils vont jouer plus bas en se disant, on prend pas de risque, on défend. Et du côté de Courtrai, de la SE Pen, ça commence vraiment à sentir la D2. J'ai l'impression, Bruno, que toi, tu ne seras pas très triste de voir la SE Pen disparaître, notamment. Ça t'a jamais été leur plus grand supporter. Non, écoute, c'est une équipe sympa, c'est pas ça. Mais je veux dire, en tant que journaliste, des déplacements, il y avait Eupen, il y avait Courtrai, il y avait Roulers, c'est pas vraiment les déplacements, ou Lommel plutôt, Lommel. C'était pas vraiment les déplacements les plus sexy de l'année. Lommel qui peut toujours monter, hein, donc on pourrait oui. changer. D'accord, mais on a déjà Dender, c'est déjà pas mal. Hein. Dender, c'est pas si loin ça que... Bruxelles, c'est pas très loin. Ça va, c'est pas trop loin. Oui, mais je veux dire au niveau du jeu, je pense pas que... que... Puis même au niveau ambiance, ils ont même pas 1000 spectateurs par match de moyenne cette saison. J'étais à Boussu ce vendredi pour Framborin-Dender. Il y avait quand même de l'ambiance derrière les buts dans la tribune visiteur. Il y avait quand même tu avais tous les supporters de Dender qui étaient là. Je crois que j'avais toute la population de la ville de Dender qui était à Boussu. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose quand même un petit peu des questions sur le noyau de Dender en fait, ils ont cette saison vraiment fait avec des rejets d'autres clubs de D1 où je pense notamment à un joueur qui a énormément de mérite, mais c'est Jordi Soladio qui a un parcours un petit peu fou. Il était formé à OHL à Malines, puis il se retrouve au Luxembourg, il finit meilleur buteur du Luxembourg, puis il fait, alors qu'on se dit meilleur buteur du Luxembourg, il pourrait revenir en Belgique, non, il fait Lettonie, Vietnam, avant finalement de finir en D2 en D1B à Dender, et c'est ce genre de profil que Dender a été chercher parce qu'ils ont un budget qui est très faible par rapport même à des clubs comme Lommel qui est soutenu par le City Football Group, Zult et Beveren qui visaient la montée directement. Zult est toujours là. Hein. Donc derrière ces belles histoires, il y a toujours la question, est-ce que ce club derrière va être une plus-value sur le plan sportif ? Ils ont fait 2 saisons en D1 à l'époque, c'était de 2007 à 2009. Pour ceux qui s'en rappellent, Bruno, tu te rappelles peut-être de l'époque de Dender en D1. Est-ce que c'était un club qui avait vraiment sa place dans le football professionnel, en tout cas dans la D1, dans l'élite à l'époque, pas forcément, un petit peu à l'image d'un Tubize ou d'un Roulers, c'était assez compliqué. Un peu des anomalies comme ça. C'est ça, voilà.
Mais bon, voilà, on peut encore une fois saluer le travail d'un entraîneur, c'est celui de Timmy Simons. Oui, de Julia Gorius comme directeur sportif qui a Je- aidé je- à je- créer cette je- équipe je- avec Timmy Simons. Quoi. Bon, après, voilà, s'ils montent en D1, c'est qu'ils le méritent, ils ont fait le taf. Tout à Parce fait. que des équipes avec d'autres moyennes n'ont pas réussi. Donc, Tout à fait. Donc Dender et le Beerscott en D1. À l'époque, pour le petit détail, Dender, quand ils sont descendus en 2009, bon, le Standard était champion, donc ça vous place déjà à l'époque. Mais il y avait un certain Éric de Flandre qui vivait sa dernière saison en D1, qui était titulaire au bac droit dans l'équipe de Dender. Donc c'était quand même, effectivement... j'étais assez surpris de revoir ça. Je m'en rappelais pas vraiment, mais voilà. il avait été... il est passé par le Brussels, puis il avait été à Dender, je pense. Brussels, Dender, et puis il avait signé au Liers en D2. C'était sa dernière saison en D1, puis il avait encore continué un petit peu au Liers Au Liers et puis à Liège. en D2. Ouais, tout à fait. Et Julien, quelle équipe aimerais-tu rencontrer dans ce match Pour serait clé. le petit clin d'œil qui serait sympa, c'est Zult, hein, avec Vincent Evrard. Ah oui, Les retrouvailles. Sinon, je t'avoue, pour Molenbeek, j'ai pas vraiment de préférence. Je me dis que Molenbeek peut toujours se sauver directement. Enfin, bon, ça va être compliqué, mais mathématiquement, c'est possible. Compliqué. Mais non, mais dans les barrages, sera pas simple, les équipes qui vont en sortir. Zut, le Patro, Daines, le quatrième... Je pense qu'à Lommel, non Lommel, oui, voilà. C'est quatre équipes qui sont typiquement flamandes, comme on Ouais. dit, hein, vraiment avec un jeu un peu rugueux comme ça. C'est pas les techniques, donc c'est difficile à dire. On verra un peu la dynamique aussi, comment ça se passe dans ces playoffs en D2. Et puis il faudra voir aussi la fin de saison de Molenbeek. Là, ils sont sur une bonne dynamique. Ils peuvent effectivement sauver le week-end prochain si Charleroi gagne, ou en tout cas si Eupen ne gagne pas et que Molenbeek gagne. Puis après, il y aura deux matchs pour préparer. Donc, il faudra voir un peu la dynamique à ce moment-là aussi. C'est difficile de dire maintenant quelle équipe pourrait mieux correspondre. Ouais, petit rappel évidemment, c'est qu'il y a d'ici à notre prochaine émission, il y aura 2 matchs, c'est-à-dire que ça joue cette semaine et le week-end prochain. Et là, honnêtement, on aura peut-être, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on se voit et que tout a changé en fait, qu'il y a soit un nouveau leader, soit des nouvelles conclusions ou au contraire toujours la même conclusion, c'est-à-dire on verra la semaine prochaine. Mais là, avec 2 matchs à venir, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Toi, François, tu as l'air assez confiant que l'Union peut rebondir, parce qu'il y avait quand même deux discours très différents. C'est-à-dire que d'un côté, on avait Maurice qui disait qu'ils avaient bien joué et qu'ils méritaient pas ça, et que voilà, il avait quand même l'air de fort relativiser, mais c'est peut-être aussi une façon de se protéger, de protéger son groupe. Puis on avait Burgess qui lui disait non, on a fait un match horrible. Enfin, la vérité, elle est un peu entre les deux. Est-ce que tu vois l'Union prendre un 4 sur 6, un 6 sur 6 ou rebondir contre l'Antwerp? Mais le problème, c'est que je voyais l'Union rebondir contre le Cercle, puis Mhm. je les voyais rebondir contre Anderlecht et puis contre le club de Bruges. Donc Ouais. oui, je vais les voir rebondir contre l'Antwerp. Mais, Ouais. Donc, l'Union va perdre contre Antwerp. donc, mais non, mais voilà, après, honnêtement, dans ces playoffs, c'est impossible de donner un pronostic. Ouais, Et j'ai l'impression que même nous, on doit tenir le discours des footballeurs match après match, parce que C'est c'est ça. vraiment ça. Ici, l'Union en déplacement à l'Antwerp, c'est jamais un match facile. Dans une chaude ambiance, l'Union n'a jamais eu facile à l'Antwerp. Mais voilà, pour l'Union, il va falloir ce déclic. Et pour qu'il y ait ce déclic, il faut que, comme on le disait en début d'émission, il faut que cette pièce tombe du bon côté à un moment. Est-ce que ce sera jeudi contre l'Antwerp? Est-ce que ce sera dimanche contre l'Antwerp? En tout cas, il faut que ça arrive le plus vite possible, parce qu'il y a le titre, il y a la finale de Coupe de Belgique aussi, le 9 mai, contre justement l'Antwerp, où ce serait quand même pas mal pour l'Union d'arriver dans une dynamique positive, pour ne pas finalement tout perdre en cette fin de Oui, saison. et puis psychologiquement, tu joues 2 fois l'Antwerp avant de la jouer en finale de la Coupe de Belgique. Si tu pouvais au moins les battre une fois sur les 2 matchs, Ouais. ça aiderait aussi à ce Ouais, c'est niveau-là. ça, il y a le côté psychologique de ce match au-delà du championnat, c'est préparer la coupe en disant prendre un ascendant psychologique sur son adversaire. Est-ce que si l'Union termine, disons, allez, je vais dire 3e, mais gagne la Coupe, c'est une saison réussie pour l'Union selon toi? Moi, je pense que oui, parce que l'objectif aura toujours été à l'Union d'aller chercher un trophée. S'ils vont le chercher via la coupe, voilà. Après, si on demande aux joueurs, je pense pas que eux diront que c'est une saison réussie, parce que eux, clairement, ils voulaient aller chercher ce titre de champion de Belgique. Ils veulent toujours aller chercher ce titre de champion de Belgique. Mais clairement, si l'Union va chercher ne fût-ce qu'un trophée, ça restera une saison réussie, surtout vu ce qu'ils ont fait en Europe, surtout vu la phase classique. Après, ce sera juste la partie play-off qui aura été alors ratée s'ils vont pas chercher ce titre. Ouais. Mais clairement, oui, je pense que ça restera quand même une saison réussie. Julien, tu voulais ajouter quelque chose ou c'était justement ce C'était côté le côté ascendant psychologique. D'accord.
Bah écoutez, je crois on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à débriefer cette semaine. On va avoir une grosse semaine devant nous. Ça m'avait fait notamment marrer, on parle de titre, et Denis Sodeuil qui était interviewé qui disait est-ce qu'il choisit plutôt une finale de Conference League ou le titre en Belgique, et il dit il veut un trophée, mais donc il excluait pas non plus de gagner la Conference League. Et là, je crois que Bruges, même s'ils terminent 6e mais qu'ils gagnent la Conference League, leur saison est évidemment réussie Oui. aussi. Ça, c'est vrai que ce serait très beau. C'est la semaine prochaine, le premier match de Bruges contre la Fiorentina. Ouais. On le disait, Bruges. c'est prenable. Après, il faudra. Sur le papier, c'est prenable. Sur le papier, c'est prenable. On sera les premiers supporters du club de Bruges, au moins en Coupe d'Europe. Et pour le RWDM, c'est quoi le programme là? Ils rejouent Courtrai ce week-end. Et là, comme on est en play-down, il y a moins de matchs, et donc c'est un match par week-end, donc il reste Courtrai. Puis ils déplacent accueil de Charleroi et finir contre Eupen le 11 mai, avant les barrages, qui se joueraient les week-ends du 18 et du 25 mai. Match de la dernière chance pour Courtrai, donc. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en cas de match nul, c'est Courtrai ne sera pas encore relégué. D'accord. Bah écoutez, messieurs, merci pour Merci. vos analyses, et à dans une semaine pour un gros débrief de 2 rencontres d'affilée cette fois.